Alors, mes chers collègues, monsieur le rapporteur, d'abord, mes chers collègues, nous débutons véritablement aujourd'hui les travaux de la mission conjointe de contrôle sur la sécurisation à la chasse par l'audition de l'auteur de la pétition, Madame Mila Sanchez, accompagnée de Madame Léa Jaillard, cofondatrice du collectif Un jour un chasseur, et qui a porté la pétition intitulée « Mort, violence et abus liés à la chasse, plus jamais ça ». Alors avant de vous donner la parole, mesdames, je souhaite vous rappeler que cette audition est retransmise en vidéo sur le site internet du Sénat et sera disponible ensuite sur notre plateforme de vidéo à la demande. Je souhaite aussi ensuite, pour la clarté de nos échanges, rappeler la procédure qui a été suivie, car c'est la première fois qu'une mission conjointe de contrôle est créée suite à une pétition. Cela s'inscrit dans la volonté du Sénat de rénover le droit de pétition, de renforcer le lien avec les citoyens et de leur donner la possibilité de participer plus largement à l'activité de notre Assemblée. La précédente pétition, ayant dépassé les 100 000 signatures, a abouti au vote d'une proposition de loi pour déconjugaliser l'allocation adulte handicapé. Vous avez dû suivre les débats en mars 2021. La pétition 742, intitulée « Mort, violence et abus liés à la chasse, plus jamais ça », a donc été déposée le 10 septembre dernier par vous-même sur la plateforme e-pétition du Sénat et elle a dépassé les 120 000 signatures. Avant même qu'elle n'ait atteint le seuil des 100 000 signatures, les commissions des affaires économiques et des lois, et je salue Madame la Présidente de la Commission des affaires économiques, ont décidé de créer une mission conjointe. Ayant dépassé donc ce seuil des 100 000 signatures, la conférence des présidents s'en est saisie le 23 novembre dernier, en application du règlement du Sénat, et elle a confirmé son renvoi en commission et la création de notre commission conjointe de contrôle. En conséquence, et en application du règlement du Sénat, la conférence des présidents a également décidé de clore à la signature la pétition 742, mais aussi 4 autres pétitions qui avaient trait aux questions de sécurité à la chasse et qui avaient été déposées à la suite de votre pétition pour la contester ou en étendre le champ. Le 24 novembre, les 2 commissions ont désigné les 19 membres de la mission à la proportionnelle des groupes politiques. Et mardi, le 30 novembre, la mission m'a désigné comme présidente et nous avons désigné Patrick Chaise comme rapporteur et nous avons arrêté notre programme de travail. Ce programme de travail est largement défini par la pétition elle-même et la mission conjointe de contrôle traitera de l'ensemble des points soulevés par la pétition. Et je les rappelle, les conditions de délivrance et de renouvellement du permis de chasser, notamment l'âge, les épreuves ou les capacités médicales et psychologiques. Les conditions de sécurité des chasses, notamment les zones de protection autour des habitations, l'interdiction de l'alcool, l'encadrement des battues, les missions de l'OFB et de la gendarmerie nationale notamment, la réglementation relative à l'acquisition et à la détention d'armes et des munitions de chasse, les sanctions qui peuvent résulter d'éventuelles infractions, le partage des espaces naturels dans le temps et en fonction des différents usages, la prise en charge des victimes. Elle effectuera également un premier bilan du volet sécurité à la chasse de la loi du 24 juillet 2019, notamment sur la formation des chasseurs, la rétention et la suspension du permis de chasse en cas d'accident grave. Et par ailleurs, une étude de législation comparée a d'ores et déjà été lancée afin de prendre en compte les meilleures pratiques étrangères et d'actualiser l'étude très complète qui avait été réalisée en 2000. Cette mission a bien sûr aussi vocation à entendre toutes les parties prenantes sans a priori et nous commençons donc très logiquement aujourd'hui avec vous, mesdames, qui avez été à l'origine de cette pétition. Nous nous rendrons également sur le terrain pour mieux examiner les conditions dans lesquelles sont conduites les battues, sont formés les chasseurs et sont réalisés les contrôles. Nous irons aussi à la rencontre des victimes. Le travail est donc important et notre mission va se donner le temps de travailler. Son rapport est attendu à l'été, après les élections, pour étudier ce sujet en dehors de l'émotion et des polémiques. L'objectif de la mission est donc de traiter de la sécurité à la chasse dans tous ses aspects, mais il n'est pas d'entrer dans une discussion pour ou anti-chasse. La chasse est une activité légale et populaire qui peut impliquer l'usage d'armes à feu. Elle doit donc être soumise à des réglementations et des impératifs de sécurité particuliers et proportionnés dans l'intérêt même des chasseurs, mais bien évidemment aussi des non-chasseurs. Enfin, avec notre rapporteur Patrick Chaise, je voudrais affirmer notre détermination à travailler pour que, autant qu'il est possible, les accidents de chasse puissent être évités à l'avenir. Chaque victime est une victime de trop.
À cet égard, cette audition intervenant quelques jours après l'anniversaire de la mort dramatique de votre amie Morgan Keane, le 2 décembre 2020, je voudrais vous faire part de nos sincères condoléances et de tout le respect que nous inspire votre démarche. Mesdames, maintenant, je vais vous laisser la parole avant de remercier aussi tous les collègues présents. On a une bonne participation aujourd'hui, une grande partie de la mission. Et je vais vous laisser la parole pour une vingtaine de minutes à peu près. Et ensuite, notre rapporteur aura sûrement des questions à vous poser, ainsi que nos collègues. Je vous remercie. Le 2 décembre 2020, en plein confinement, notre ami d'enfance et voisin Morgan Keane a été abattu par un chasseur qui l'aurait confondu avec un sanglier alors qu'il coupait du bois dans son jardin avec une tronçonneuse. Il était 16h45, la nuit commençait à tomber et Morgan portait un casque anti-bruit orange fluo. Le lendemain, le procureur du Lot affirmait que toutes les règles de sécurité avaient été respectées, ce que Willy Schraen, président de la Fédération nationale des chasseurs, a répété le mois dernier à propos du drame qui a coûté la vie à Joël Villard qui était au volant de sa voiture. Cette phrase nous a interpellés. On parle de mort, on parle de balles dans le cou sur une 4 voies entre Rennes et Nantes, de balles de gros calibre en plein thorax dans son jardin, et on nous parle du respect des règles de sécurité. Parler de règles de sécurité lorsqu'elles sont meurtrières et qu'elles permettent que les conditions soient légalement réunies pour que de tels drames se produisent, c'est se rendre complice de ces morts et les banaliser. Voici un exemple de ce qu'on appelle règles de sécurité aujourd'hui en France. En bordure de la N12 dans les Yvelines, un panneau de chasse en cours. Que sont censés faire les automobilistes pour être prudents ? Après la mort de Morgane, les lotois autour de nous ne cessaient de répéter « ça devait arriver, il fallait s'y attendre ». Cette absence de surprise et les réactions des gens sur les réseaux sociaux nous ont sidérés. Aux 4 coins de la France, des voix s'élevaient chaque jour de plus en plus nombreuses pour dénoncer des comportements abusifs de chasseurs. Très vite, nous avons pris conscience de l'importance et de l'ampleur de ce problème qui dépassait l'échelle locale. Il nous était impossible de continuer à ignorer la mise en danger permanente des ruraux, 7 jours sur 7, pendant 6 à 10 mois de l'année. Nous avons donc décidé de briser l'omerta et de faire un état des lieux des abus liés aux pratiques de chasse en collectant des témoignages des ruraux. Nous leur avons permis de s'exprimer en relayant leurs témoignages sur les plateformes Instagram, Facebook et Twitter, dont l'audience se compte aujourd'hui en plusieurs centaines de milliers de personnes. C'est comme cela qu'est né le collectif Un jour un chasseur, le 7 décembre dernier. Ce collectif a permis la libération massive de la parole des victimes de la chasse. Nous avons donc synthétisé les aspirations des ruraux et proposé des réformes pour garantir la sécurité de tous les habitants et usagers des campagnes qui demandent simplement de ne pas risquer de se faire tirer dessus chez eux et sur les chemins où ils aiment se promener. Depuis maintenant 1 an, nous recevons chaque jour une vingtaine de témoignages faisant état, entre autres, de sentiments d'insécurité et de peur d'aller se promener en raison de battues non signalées, d'attaques de chiens de chasse, de tirs proches, dangereux, incontrôlés, de mise en danger d'autrui, d'injures, de menaces, d'insultes, de conflits d'usage, d'intrusions sur des propriétés privées, de blessures ou de morts d'animaux domestiques, de tirs dans des maisons, des chambres d'enfants, des salons, des jardins, des trains et des voitures en circulation, des plaintes refusées en gendarmerie ou classées sans suite, même lorsque le chasseur responsable du tir dangereux a été identifié, de blessures physiques et de tirs mortels. Voici maintenant l'extrait d'un tableau recensant les 52 accidents suffisamment sérieux pour être relayés par la presse concernant les non-chasseurs qui ont eu lieu entre le 31 juillet et le 29 novembre 2021. Sur cette période de 4 mois, un accident a été médiatisé tous les 2,30 jours, parmi lesquels un mort non-chasseur, 11 blessés, 12 animaux domestiques blessés ou tués, 14 tirs sur des maisons ou véhicules, 9 non-respects de la propriété privée et menaces, 5 entraves à la circulation et mise en danger dans l'espace public. 3 points importants doivent être précisés. Cette liste ne concerne que les non-chasseurs. Il y a eu beaucoup plus de chasseurs tués et blessés sur la même période. Cette statistique n'est que la partie émergée de l'iceberg, car comme nous l'avons dit, nous recevons chaque jour une vingtaine de témoignages qui rapportent des faits similaires et qui ne sont pas médiatisés. Enfin, ce recensement qui est minimal
est bien la preuve que l'insécurité des ruraux et des usagers des campagnes est réelle, généralisée et quotidienne, et que des mesures doivent être mises en place de toute urgence. Il est grand temps d'écouter les besoins et les demandes des ruraux. Ah, pardon. Désolée. Il est grand temps d'écouter les besoins et les demandes des ruraux ainsi que d'un grand nombre d'élus locaux et de combler un vide législatif et institutionnel au niveau national afin d'empêcher que de nouveaux drames se produisent alors qu'ils auraient pu être évités. C'est pourquoi nous avons déposé cette pétition sur le site du Sénat qui propose des mesures élaborées à partir des témoignages reçus. On les a déjà un petit peu évoqués, je vais les détailler un tout petit peu plus. Donc, on demande d'abord l'interdiction de la chasse le mercredi et le dimanche sur le territoire national sans possibilité aucune de dérogation. On rappelle que selon le dernier sondage Ipsos datant de septembre 2021, 82% des Français sont favorables à cette mesure et que nos voisins européens ont pour la plupart déjà adopté au moins un jour hebdomadaire sans chasse. Au vu des nombreux accidents de chasseurs comme de non-chasseurs, il est évident que la formation des chasseurs ainsi que les règles de sécurité sont insuffisantes et doivent être revues. Partager les espaces naturels avec des hommes armés dans les conditions actuelles est inenvisageable. Nous demandons une distance de sécurité autour des maisons, des routes et des chemins au moins égale à la distance maximale de portée des armes. Nous demandons que le permis soit renouvelé chaque année avec un certificat psychologique et médical à l'appui, comme cela est demandé pour n'importe quelle licence sportive. Il est par ailleurs inadmissible que l'on continue à considérer de manière aussi légère et laxiste l'acquisition et la détention d'armes de catégorie C, létales jusqu'à 3 km, qui sont bien plus puissantes que celles utilisées par nos forces de l'ordre. Ces armes se retrouvent d'ailleurs très régulièrement dans des cas d'homicide et de féminicide commis hors action de chasse et qui auraient pu être évités. Par exemple, le 11 juin dernier, une mère de famille a été abattue par arme de chasse par son ex-compagnon, chasseur, sur un parking public de Moneto. L'assassin était titulaire d'un permis de chasse et était déjà connu de la justice pour violence conjugale. Combien de faits divers similaires? Combien d'homicides et de féminicides commis avec des armes de chasse par des personnes qui les détenaient de manière complètement légale? Étant donné la facilité d'acquisition et de détention d'armes en France via le permis de chasser, nous demandons un réel contrôle et suivi de ces armes sur le territoire national. Les victimes de la chasse doivent également pouvoir s'exprimer en toute tranquillité, sans subir de représailles et sans craindre que leurs plaintes soient classées sans suite, comme cela arrive trop régulièrement. D'autre part, nous demandons des sanctions pénales systématiques en réponse à tout incident survenu lors d'une action de chasse. La possibilité du retrait immédiat et définitif du permis de chasser, l'interdiction définitive de détenir une arme ou d'acquérir une arme, des dédommagements et intérêts conséquents et des peines d'emprisonnement strictes et fermes. Nous demandons enfin une reconnaissance officielle et publique des victimes directes et collatérales de la chasse par l'État, ainsi que la mise en place systématique d'un soutien psychologique et financier. Rowan Keane, le petit frère orphelin de Morgan, de 23 ans, qui était présent lors du drame, n'a à ce jour bénéficié d'aucun soutien psychologique ni financier. Un législateur qui prend le risque de faire cohabiter 98% de la population avec 2% de chasseurs, dont les balles sont incontrôlables et létales jusqu'à 3 km, et qui le sait, est donc responsable des accidents qui peuvent en découler. Depuis maintenant 1 an, nous avons réussi à montrer que ces drames n'étaient pas des cas exceptionnels, ni des accidents, mais les conséquences d'un défaut de la loi qui autorise l'utilisation d'armes dans l'espace public alors que leur portée et leur trajectoire ne peuvent être contrôlées par les chasseurs. En créant le collectif Un jour un chasseur, nous n'imaginions pas être ici, aujourd'hui devant vous, 1 an tout juste après la mort de Morgan. Nous n'imaginions pas l'importance du besoin de la population rurale de faire entendre sa voix lorsque son opinion et sa souffrance sont généralement complètement et volontairement ignorées lorsque l'on parle de ruralité. Mais les événements dramatiques récents, exceptionnellement médiatisés ces dernières semaines, se répètent malheureusement chaque année dans l'indifférence et ne sont qu'une infime partie de ce que subissent quotidiennement les habitants et usagers de la nature en période de chasse. S'ils étaient jusque-là passés sous silence par la presse nationale et par les institutions, nous nous sommes efforcés depuis maintenant 1 an de porter la parole des ruraux pour rendre visibles ces violences, drames et abus et en démontrer les enjeux sociaux comme politiques. Ce besoin n'a jamais jusque-là été pris en compte ni par les autorités, ni par les institutions, ni par le gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes fiers de porter cette parole, même s'il faut bien l'admettre, il est triste que l'on doive jouer ce rôle qui devrait être celui de l'État. Mais nous continuerons de le tenir, aussi longtemps qu'en France, des automobilistes seront tués d'une balle dans la tête au volant de leur voiture, tant que des promeneurs, des cyclistes et des gens dans leur jardin auront le thorax perforé, tant que des balles traverseront des maisons, atterriront dans des chambres d'enfants,
tant que des animaux de compagnie seront retrouvés criblés de plomb, tant que des violations de propriété privée seront perpétrées, tant que des gens seront menacés, insultés ou humiliés par des hommes armés, tant que nous renoncerons à aller nous promener par peur d'être confondus avec des sangliers. Et pour finir, on a une vidéo, un extrait de témoignage à vous montrer. Je pense que vous pourrez peut-être nous faire passer le petit film par mail. Hein. Je le ferai suivre, on vous le fera suivre. Ça peut être intéressant. Merci mesdames, pour votre témoignage. Et je vais laisser la parole au rapporteur. Merci beaucoup, Madame la Présidente, mes chers collègues. Mesdames, tout d'abord, je voudrais vous dire que nous avons entendu l'émotion qui est la vôtre, compte tenu des circonstances des accidents et de la proximité que vous aviez avec une des victimes. Si donc nous sommes réunis aujourd'hui et nombreux dans cette mission, c'est bien parce que nous prenons en compte, évidemment, votre pétition et que nous souhaitons y apporter des réponses. Ces réponses, elles seront le fruit de travail, de réflexion, d'audition, de l'ensemble des parties prenantes, évidemment des chasseurs, des non-chasseurs, des utilisateurs d'espace, comme ça a été dit, et que les travaux de notre mission feront l'objet, évidemment, d'un regard attentif à tous les points que vous avez évoqués, notamment donc, la question de l'armement, la question évidemment de la prise en charge des victimes et de l'ensemble de la chaîne. Alors pour ma part, il me revient de vous poser un certain nombre de questions peut-être un peu plus précises pour faire en sorte que vous puissiez apporter, vous, votre regard, vos idées aussi, qui nous permettront de pouvoir avancer dans notre réflexion de façon objective et, je le dis, de façon très détachée le plus possible, à la fois de la partie émotion, mais aussi de la partie qui est liée à cette pratique de la chasse et qui est une passion pour certains. Alors, ma première question, elle concerne en fait un constat que je souhaiterais donc partager avec vous, et j'aimerais que vous m'apportiez encore une fois vos commentaires. En fait, si on regarde les chiffres de façon brutale, le nombre d'accidents de chasse est en forte baisse depuis 20 ans. C'est de l'ordre de la moitié, donc en général plus importante encore, presque une division par 4 pour les accidents mortels. Néanmoins, il semble, encore une fois, sans que notre mission dispose de chiffres précis à ce stade, que le nombre d'incidents, c'est-à-dire l'impact de projectiles sur des habitations, des véhicules, sans causer de blessures graves, vous les avez évoqués, serait donc, lui, en hausse. Est-ce que votre collectif a pu rassembler donc ces données et quels sont-ils? Alors moi, juste, je voudrais rebondir en fait sur ce que vous dites parce que c'est des chiffres effectivement qui sont donnés par l'OFB. Pardon. Les chiffres que vous évoquez donc sont des chiffres qui sont donnés par l'OFB. Il y a un graphique donc qui est très bien fait avec le chiffre de 99 et le chiffre de 2020. Et nous en fait on est un peu énervés, enfin agacés de voir que ce graphique revient régulièrement. Parce que, en fait, on prend un chiffre de 99 qui est le chiffre le plus élevé d'accidents de chasse des 20 dernières années. Il y a eu 39 morts en 99. On prend celui de 2020
où il y en a eu le moins. On était en plein confinement, il y en a eu 7. Et il n'y a aucun calcul, en fait, aucune prise en compte des chiffres intermédiaires. Ça s'appelle le taux d'évolution, en fait. Le calcul, on l'a fait, je peux vous l'envoyer si vous voulez, c'est très simple. Et on prend un chiffre, un autre, on ne prend pas en compte la moyenne du nombre de décès ou d'incidents sur les autres années, ni non plus le nombre des chasseurs, en fait, qui a fortement diminué en 20 ans. Donc pour nous, ce calcul, déjà, il est tronqué. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les incidents qui sont recensés, ce sont que les incidents, en fait, qui ont fait l'objet d'une enquête de gendarmerie. Et nous, ce qu'on montre, en fait, et ce qu'on veut montrer, ce qu'on pense qu'on arrive à montrer, c'est qu'en fait, c'est une partie infime du nombre d'incidents total. Donc ce chiffre, il n'est pas du tout représentatif pour nous, en fait, de la réalité. D'accord, mais ma question, c'était de savoir, est-ce que vous disposez d'éléments dont vous me dites, oui, vous disposez d'éléments complémentaires donc, que vous pouvez... On dispose d'une vingtaine de témoignages par jour qui font état d'incidents. Donc pas de drames mortels tous les jours, évidemment, mais des incidents comme par exemple les chiens, les tirs dans les maisons. Ça, c'est 20 par jour depuis un an. Il y a eu un peu un trou cet été. Mais donc on n'a pas compté bout à bout, parce que voilà, mais c'est ce qu'on a aujourd'hui sur les plateformes mail, Instagram, Twitter, Facebook, réunis. Donc des témoignages, mais pas forcément des collectes de chiffres agrégés. Oui, ça c'est quelque chose qui doit être fait, parce que nous on a ces témoignages, donc on a les gens qui nous envoient toutes ces choses-là. Nous, à l'état où on est de collectif, non, on ne peut pas donner un état chiffré, c'est à faire. Et en fait, en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ces témoignages, c'est 20 par jour. D'accord. Je me permets de poursuivre les questions. Je laisserai bien sûr la parole à mes collègues qui en auront, j'en suis convaincu. Vous avez évoqué les exemples étrangers, donc à savoir ce qui se passait à l'étranger sur le sujet. Est-ce que vous disposez d'exemples à suivre ou d'idées qui vous auraient donc justement interpellé? Est-ce que vous avez des contacts avec un certain pays? Vous pouvez nous indiquer les pays les plus pertinents en la matière et nous dire si effectivement vous avez fait des comparaisons par rapport au nombre d'accidents dans ces pays. Alors non, on n'a pas fait de comparaison. Non, en fait, ces chiffres ils viennent d'une note du Sénat. D'une note du Sénat, oui, qui parle qui a mené une enquête effectivement en Europe sur les différents pays. Oui, ben voilà. Pardon. Donc oui, j'ai pas en tête exactement quel pays, quel jour, dans quel pays. Un travail prospectif sur les pays. C'est un travail, c'est ce travail. Donc on l'a fait, hormis ce qu'on a présenté dans la pétition. Donc on a évoqué les pays dans la pétition qu'on a évoqués, c'est ceux dont on s'est basé sur les données et les notes qui avaient été faites par le Sénat il y a quelques années. Donc on s'est basé sur ça. Aujourd'hui, on n'a pas de contact à l'étranger, mais voilà, on sait ce que je sais, c'est que au Royaume-Uni, par exemple, ça n'existe pas. Il n'y a pas autant de morts, en tout cas. Il n'y a pas autant de morts en Pologne, etc. C'est les deux seules choses. Est-ce que vous avez donc une corrélation entre justement le fait qu'il y ait moins de morts au Royaume-Uni, par exemple, et des pratiques ou des règles qui seraient différentes des règles qui existent en France? C'est un travail à mener encore. D'accord. Donc vous n'avez pas ces éléments. D'accord. Merci. Vous avez évoqué les conditions d'obtention et de validation du permis de chasse. Donc, en la matière, quelles sont vos propositions pour pouvoir modifier et justement garantir plus de sécurité? Est-ce que vous avez des propositions pour le permis de chasse? Oui. Oui, alors, par exemple, l'âge. Aujourd'hui, le permis de chasse se passe à 16 ans. À partir de 15 ans, on peut aller chasser en étant accompagné. Donc, en fait, on peut chasser avant d'avoir son permis de voiture, avant d'aller voter, etc. Donc, pour nous, l'âge est un des premiers éléments du permis. Après, en termes d'épreuves, donc là, Léa, tu peux dire, mais en fait, il y a une épreuve pratique et théorique, et il n'y a pas c'est-à-dire qu'il faut une moyenne des deux sur les épreuves. Il faut pas, si on rate l'une des deux, c'est pas grave. Si la moyenne correspond, on peut quand même avoir le permis. Donc nous, on aimerait par exemple que si l'épreuve pratique est ratée, en fait, ça empêche d'avoir le permis de chasser, par exemple. D'accord. Et est-ce que, donc, par rapport à l'âge, je me permets un complément, est-ce que vous avez donc pu vérifier qu'il y a plus d'accidents justement chez des jeunes chasseurs que chez des chasseurs plus expérimentés?
Est-ce que vous avez des notions de... Ça, ce sont des données, et d'ailleurs, à ce point-là, là, vous avez parlé des données de l'OFB, et c'est quelque chose aussi qu'on aimerait voir, c'est une transparence de ces données. C'est-à-dire que, effectivement, quand on regarde ces données, on ne sait pas ce qu'il y a derrière la définition d'incident. Et ça, c'est quelque chose qui est important à savoir, en fait, il faut vraiment définir les termes. Et donc, pour cette question de données aussi, c'est ça, il faudrait des chiffres pour pouvoir affirmer ça, parce que effectivement, nous, c'est ce qu'on on entend ça, que ça soit, les règles de sécurité ont changé, ce sont les chasseurs qui ont le permis depuis longtemps, qui commettent des tirs mortels, des choses comme ça. Bon, Morgan Keane, il a été tué par un chasseur de 32 ans qui venait d'avoir son permis 6 mois avant. Vous avez aussi évoqué la question de l'interdiction de la chasse les mercredis et dimanches. En quoi cela garantirait justement la sécurité ? On saurait qu'on peut aller se promener tranquillement le dimanche sans se faire tirer dessus. Ça voudrait dire qu'on interdit tous les autres jours aussi. Donc, oui, mais à présent, plein de personnes ne vont pas se promener en période de chasse et s'interdisent d'aller sortir quand ils risquent de se promener. Donc vous êtes plutôt sur une notion de partage de l'espace, pas forcément sur un jour donné, ou sur un jour donné, mais qui n'est pas forcément le mercredi et le dimanche. Ce que je veux dire par là, c'est que le mercredi et le dimanche ne sont pas forcément les éléments déterminants dans votre proposition. Si, il faut que ce soit le dimanche, bien sûr. Pas le dimanche, premièrement, le mercredi aussi, mais le dimanche comme... Pardon. Petite avance. Au minimum, le dimanche, c'est complètement logique, en fait. Il y a environ 15 millions, selon les chiffres, ça varie en fait selon la manière dont on calcule, mais au minimum, on calcule 15 millions de ruraux. Il y a environ 1 million de chasseurs. Donc, voilà. C'est 15 millions à 28 millions selon les données de l'INSEE et de la DATAR sur la définition, les périmètres que l'on prend pour désigner les ruraux ou les campagnes, les zonages. Voilà, mais du coup, avec la soustraction, en fait, ça fait au moins donc 14 millions de ruraux non chasseurs qui ne peuvent pas aller se promener la moitié de l'année, en fait. C'est pas normal. Je vous rassure, il n'y a pas 14 millions de gens qui vont se promener tous les dimanches, mais c'est pas le sujet. Oui, mais en fait, il y a cet état de peur. C'est pas le sujet. Et ce que je voulais dire par là, c'est que, quelque part, j'entends que l'important, c'est le partage en fait, de l'espace avec une sécurisation qui est donnée aux uns et aux autres en fonction de leur utilisation et de leur pratique. Vous avez parlé aussi d'un point qui est donc la création d'une distance de sécurité autour des habitations. Aujourd'hui, cette notion n'existe pas. Selon vous, quelle serait la bonne distance, sachant qu'en fonction des armes, c'est marrant, il ne tient pas bien ce micro là. En fonction des armes, on va avoir des portées qui sont très différentes. Donc, est-ce que ce serait quelque chose d'arbitraire, ou est-ce que justement il faudrait peut-être intégrer la notion du type d'arme utilisée pour justement définir cette distance ? Aujourd'hui, on a des armes qui sont létales jusqu'à 3 km, qui traversent entièrement des maisons, des baies vitrées, des murs. Donc, en fait, si ces armes sont utilisées, il faut être sûr que, à 3 km, en fait, elle ne peut rien toucher. Il y a eu, là, c'était en novembre dernier, une maison de retraite qui a été, à Mayenne, qui a reçu une balle, qui avait été tirée à 1,2 km. Donc, effectivement, en fait, le fait d'avoir des armes de telle portée devrait obliger en fait d'être sûr qu'il y a un périmètre de sécurité où cette balle, si elle n'a pas d'obstacle, il faut qu'elle ne touche en fait ni personne ni aucun bâtiment ou quoi que ce soit. Ou alors on réduit la portée des armes. Oui. Voilà. Mais c'est quand même assez étonnant qu'une arme puisse aller jusqu'à 2 km, qu'on utilise dans la nature, dans l'espace public, des armes qui ont une portée de 2 km, ou 3. Mais 2, c'est... Voilà. On se dit, a priori, on ne va pas tirer sur un sanglier qui est à 2 km de nous. Donc déjà, juste le fait qu'on puisse utiliser ces armes dans la nature, c'est complètement absurde. Après, à partir du moment où on peut les utiliser, effectivement, il faudrait adapter les distances de sécurité à la portée des armes. D'accord. Je pense qu'effectivement, il faut avoir une mesure et un regard pragmatique sur le sujet. Ce n'est pas effectivement une question de distance, mais plus de puissance. D'intérêt par rapport à l'arme elle-même. Alors dans votre pétition, vous déplorez l'absence d'exhaustivité du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes.
Sur ce point, le projet de loi relatif à la responsabilité pénale à la sécurité intérieure, qui devrait être entré en vigueur au 1er janvier 2022, apporte des modifications de nature à garantir à ce fichier une plus grande effectivité. Parallèlement, vous demandez un contrôle, un suivi plus strict des armes de chasse. Quelles sont vos propositions en la matière sur le contrôle? En fait, nous, on ne sait pas là, ce qu'il faut mettre en place, du coup, pour le suivi. Nous, on sait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'est très... Je ne sais pas où la connexion ne se fait pas, en fait. Mais par exemple, dans les cas qu'on cite dans la pétition, des gens qui ont été condamnés pour violence conjugale ou qui ont eu... c'est le cas, par exemple, d'un père qui a tué sa fille récemment avec son fusil de chasse, cette fille avait déjà porté plainte contre lui, ou en tout cas, il y avait eu une dénonciation de violence. Et comment ces gens-là ont encore des armes chez eux, en fait? Il y a un problème. Nous, on ne sait pas où est le problème. Qui n'a pas retiré l'arme? Est-ce que c'est la plainte qui n'a pas été au bon endroit? Si le gendarme ne l'a pas fait, on ne sait pas. Mais en tout cas, toujours est-il, évidemment, il y a un souci quelque part. Donc après, on n'a pas de solution miracle. En la matière, donc, vous avez des exemples de ce type-là qui pourraient donc, nous être utiles sur votre plateforme? Des témoignages ou des choses? Oui, régulièrement. D'ailleurs, on a un autre témoignage vidéo, effectivement, d'un cas qui s'était passé dans le Lot, où une femme avait porté plainte pour violence conjugale par son mari chasseur. Il y avait une restriction de périmètre, elle est morte. Et oui, ces armes n'avaient pas été retirées, et la question se pose. Qui doit retirer les armes, en fait? Est-ce que c'est la gendarmerie? Est-ce que c'est les fédérations de chasse? Est-ce que c'est la préfecture? On ne sait pas, mais en tout cas, on a plusieurs témoignages qui font état de ce genre dont là, on parle de féminicide, mais aussi d'homicide. Donc vous considérez que sur ce point-là, donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, alors même que donc, finalement, on a tous les éléments pour pouvoir le mettre en place. Oui, quand les armes sont détenues légalement, on devrait pouvoir connaître les comportements à risque et les identifier, sachant qu'il n'y a pas de contrôle aujourd'hui psychiatrique, psychologique pour passer le permis de chasse et obtenir l'arme. Donc effectivement, ça aussi, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. En l'occurrence, donc effectivement, je vous disais qu'il y avait une modification législative, qu'il faudra évidemment challenger et vérifier pour corriger cet effet que vous évoquez. Je suis désolé, pourtant j'essaye d'être... voilà. Ouais, c'est vrai. Alors, question concernant les sanctions pénales. Vous dénoncez les refus de plainte, dans certaines situations, ou le classement sans suite de ces plaintes. Est-ce que là aussi, vous avez des exemples précis concernant ces dires? Et est-ce que pour faire en sorte justement de... Et en plus, il s'arrête le micro. Je suis désolé, mais je ne sais pas pourquoi on me boycotte. En la matière, oui, la question est, est-ce que vous pensez qu'il serait nécessaire de sensibiliser les forces de l'ordre sur ce sujet? Oui, complètement. Alors après, on s'est posé la question aussi d'avoir des référents qui soient neutres et du coup qui ne fassent pas partie du village, en fait, parce que souvent c'est le problème. C'est le problème de la campagne et des gens en fait qui témoignent, c'est que tout le monde se connaît, tout le monde a un ami, un beau-frère, quelqu'un dans son entourage qui chasse, et il y a un vrai problème à s'exprimer. Et c'est une réalité. Et il y a beaucoup de gens qui nous font part de représailles, qui leur sont arrivées après avoir essayé de porter plainte ou après avoir dénoncé un comportement. Il y a souvent une proximité. On a eu un témoignage, par exemple, d'un cas où un jeune homme en fait, avait eu une altercation avec des chasseurs et la gendarmerie avait donné le numéro de portable de cette personne à partir de sa plaque d'immatriculation. Voilà. Enfin, c'est des choses graves. C'est très, très grave. Et en fait, on retrouve très régulièrement ça dans les témoignages, des liens entre gendarmerie et chasseurs, entre le maire et les chasseurs, et il y a un vrai problème à ce sujet-là. Donc peut-être avoir des référents en fait, qui ne fassent pas forcément partie du village et qui soient... Mais référents en quoi? Quelqu'un à qui on puisse s'adresser en fait, si on a un problème et qui puisse en référer. Référent gendarmerie par exemple, qui soit donc, centralisé à la préfecture, voilà. ou quelque chose... Qu'il n'y ait pas de lien avec le village en fait.
Après, ça, c'est une idée comme ça. Hein. Sachant que bon, les gendarmes qui usent de ces dérives sont dans une situation qui est quand même assez répréhensible et qui peut vraiment poser un certain nombre de difficultés. Donc, mais par contre, le refus de plainte, ça, c'est très, très courant. Voilà, donc ça, on a eu des tonnes de témoignages comme ça. Et les plaintes sans suite, là, vous nous demandiez si on avait des exemples. Oui, on en a. On en a un, notamment, c'était à Montpellier. Une balle dans le périurbain de Montpellier, une balle qui a été retrouvée dans une chambre d'enfant. Au bout de 3 ans, la famille était sans nouvelles. On a les photos, les articles. Il y avait eu même un reportage France 3. La plainte avait été classée sans suite alors que le chasseur avait été retrouvé suite à la balle identifiée. Et donc, voilà. Ça, c'est un exemple qu'on a. Et on en a plusieurs comme ça. D'accord. Et donc, on reviendra peut-être sur toutes les informations dont vous disposez et qui pourraient nous être utiles et que vous pourriez nous transmettre de façon peut-être justement classée en fonction de ces différents cas. Vous avez évoqué aussi donc un point important qui est la prise en charge des victimes ou des proches des victimes. Vous avez cité l'exemple de votre ami. En la matière, quelles seraient vos demandes ? Concrètement, donc on a dit un soutien psychologique et financier. Nous, on a été choqués en fait de voir qu'on considérait, la mort de Morgan en fait c'était la même chose en fait que s'il avait été mort d'une autre manière. C'est quelque chose qui est super violent. Enfin, on se fait tirer dessus dans son jardin par arme à feu. Enfin, c'est une mort qu'on ne devrait pas pouvoir accepter ni même envisager en fait dans notre société. Et le fait que personne soit allé lui demander s'il avait besoin de quoi que ce soit. Ça pose question quand même. Donc un soutien psychologique et financier, dans quelle mesure, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut qu'il se passe quelque chose après ce genre de choses. Et il y a beaucoup de gens aussi qui nous ont écrit, qui nous ont dit, moi je continue à habiter dans le même village que le chasseur qui a tué mon mari, ou le chasseur qui a tué mon père, qui a repris ses activités professionnelles normalement et a recommencé à chasser 5 ans ou 10 ans après, parce que là en général c'est 10 ans maximum, interdiction de suspension du permis de chasser. Après homicide, oui. Après homicide. Donc il y a un problème quand même. En fait, le problème est dans la considération de ces drames comme des accidents. Parce que pendant le confinement, par exemple, il y avait une dérogation pour la chasse. Donc c'était la seule activité. Donc si l'État estime qu'il a une mission d'intérêt public, en fait, il est responsable de ce qui arrive pendant cette mission d'intérêt public. Et donc il y a une responsabilité à prendre par les victimes en fait, qui résultent en fait, de cette mission. En l'occurrence, sur le cas que vous évoquez, il y a une procédure en cours. Oui, elle est en cours. Donc globalement, cette procédure devrait donner lieu justement à un certain nombre d'éléments, de sanctions et de... Ah oui, mais en attendant, il fait comment ? On parle de victimes qui assistent à des proches... Là, on parle de Rowan, non ? C'est l'accompagnement dans la période justement de cette procédure. C'est ça. La fin du procès, il aura des dédommagements, j'imagine. Mais en attendant, il est tout seul et personne lui a demandé de quoi il avait besoin, quoi. Tu voulais dire autre chose ? Oui, je disais que, on parle d'armes à feu qui traversent des corps et des victimes qui sont présentes. Souvent des proches, la famille, des amis. On parle de ça. Effectivement, le procès, il a lieu en 2022. On ne sait pas ce qu'il y aura, combien de temps ça va durer, combien ça va être mis en place. Mais en fait, c'est maintenant qu'il faut prendre en charge. C'est le jour même qu'il faut prendre en charge. Notamment d'un point de vue psychologique, je vous l'accorde et je l'entends. Mes chers collègues, est-ce que quelqu'un a des questions complémentaires ? Oui, Dominique, je t'en prie. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Mesdames, en tout cas, vraiment, on est touchés par votre témoignage, par bien évidemment cette initiative et on partage effectivement l'émotion qui est la vôtre. Moi, je voudrais savoir sur les accidents de chasse récents, ou en tout cas les plus récents, est-ce que vous avez pu analyser quelles ont été les causes de ces accidents ? Est-ce que c'est plutôt de mauvaises manipulations ? Est-ce que ce sont plutôt des imprudences de la part des chasseurs ? Alors, je crois que l'une d'entre vous a dit qu'il y avait la personne qui avait tué avait son permis de chasse depuis très peu de temps. Est-ce que vous avez pu faire une analyse ou remonter dans, autant que faire se peut,
les causes. Et est-ce que ces causes, elles sont très diverses ou est-ce qu'elles se concentrent autour de certains actes? Enfin, en tout cas, donc, ça, c'est ma première question. Et donc, est-ce que là aussi, sur les causes, est-ce que ça se passe plutôt quand il y a de grandes battues? Est-ce que c'est plutôt lorsque la chasse est individuelle? Est-ce que quand il y a 2, 3 personnes? Enfin, voilà, est-ce que vous avez des éléments qui permettent, autant que faire se peut, d'avoir un peu plus d'éléments concernant ces différents accidents de chasse? Et puis, une autre question. Vous, donc, dans votre pétition, vous dites qu'il faudrait interdire la chasse certains jours, les mercredis et les dimanches. Est-ce que pour vous, ça pourrait être entendable que de dire que plutôt que d'interdire la chasse certains jours, est-ce que, par exemple, d'isoler, de sécuriser certaines zones en sanctuarisant des endroits qui sont interdits à la chasse parce que ce sont des endroits identifiés comme étant des circuits de randonnée ou de grandes randonnées parmi les plus fréquentés? Est-ce que ça vous paraît aussi une possibilité, une éventualité qui pourrait améliorer les choses et voir pour même sur des lieux où il y a par exemple des battues, et on sait qu'il y a souvent aujourd'hui, parce que les sangliers, je ne prends que cet exemple-là, prospèrent, des battues importantes de sangliers, et y compris aux frontières des villes, pas uniquement dans les zones les plus rurales et les plus retranchées. Est-ce que mieux indiquer, mieux sécuriser ces zones boisées dans lesquelles les battues ont lieu, afin que les randonneurs, quand bien même ils décident ou ils erraient dans ces lieux, soient quand même, autant que faire se peut, les mieux informés possibles pour prendre le moins de risques possible? Est-ce que là-dessus, vous avez des éléments à nous apporter? Merci. Alors, pour la première question, concernant les causes, est-ce que c'est lié à une imprudence, etc. Alors, pour les cas mortels, en fait, c'est quelque chose qu'on aimerait savoir sur la transparence des données qui sont données par l'OFB. Parce que nous, on peut regarder des choses, on va lire des choses dans la presse, en fait. Mais pour donner des chiffres et des analyses, ça, c'est un travail qui doit être fait avec ces données sous les yeux. Il y a quelque chose quand même qu'il faut préciser, c'est que quand on a un président représentant des chasseurs nationaux, Willy Schren, qui dit que même si les règles de sécurité étaient respectées, il y a en fait, c'est un accident. Donc la possibilité que même si ces règles étaient respectées et que le chasseur n'avait pas été imprudent, ces règles sont, enfin voilà, il y a un drame qui se produit. Ça montre bien qu'en fait ces règles, elles sont inopérantes. Voilà sur le premier point. Le second point, ce qu'on voit en fait dans le cas de drame, donc de tirs mortels, souvent effectivement ça se passe lors de battues parce que les armes en fait elles sont extrêmement puissantes et elles sont mortelles. Après il y a beaucoup d'incidents qui se passent donc avec des ricochets et de la présence, enfin des explosions de plomb etc. Et enfin ça n'empêche pas que si la personne ne meurt pas en fait elle est quand même blessée. Voilà. Concernant l'interdiction de la chasse par rapport à certaines zones, pour nous, c'est quelque chose qui serait absolument insuffisant. Il n'y a pas de mur dans les forêts. Aujourd'hui, si on a des armes qui tirent jusqu'à 3 km, ça paraît... Enfin voilà, il n'y a pas de mur dans les forêts pour arrêter ces balles-là. Et le problème, en fait, reste toujours que la portée des armes est trop dangereuse. Et aujourd'hui, on voit bien que quand on se promène sur des sentiers de randonnée, on peut situer... Voilà, l'étudiant à Revel 2015, Samuel Rinaudot, il était sur un sentier de grande randonnée en Isère. Quand on voit via Rona, il y a une cycliste qui s'est pris du plomb dans la cheville en faisant du vélo. Et moi, j'ai aussi une autre question. Pour une balle qui touche quelqu'un dans sa voiture, à la tête, qui meurt, etc., qui traverse une voiture et qui tue cette personne, combien de balles traversent nos routes et nos chemins et qui ne touchent aucun obstacle? Ça, c'est ma question que je pose. Je crois que le collègue Salmon avait une question, puis Marie Mercier. Merci. Merci à vous pour ces témoignages. On a beau être au courant des drames liés à la chasse, c'était poignant, touchant. Merci pour cela. Merci pour votre travail aussi de compilation, parce qu'effectivement, il y a plein de choses que l'on ne connaît pas, parce que l'on ne trouve que ce que l'on cherche. Et on voit que par votre site et par votre association, vous avez déjà eu
écho de nombreux témoignages que l'on n'aurait pas eu autrement. Donc c'est pour dire que vous parlez de la partie immergée de l'iceberg, je pense qu'on est complètement là. Je vous poserai une question concernant le dimanche et le mercredi sans chasse. Je sais que vous n'avez pas pris ces jours-là au hasard, c'est une question sans doute de fréquentation certainement. Est-ce que pour vous c'est suffisant, c'est un minimum voilà. Où est-ce que vous voudriez aller exactement? Est-ce que vous y avez réfléchi plus que ça? J'aimerais bien savoir aussi quelles sont aujourd'hui vos relations avec le monde de la chasse, avec les habitants de votre terroir. Est-ce que, il y a une vraie écoute? Est-ce que vous faites l'objet d'intimidation? Voilà, des choses de ce goût-là. Et puis, autre question, on sait que les chasseurs, eh bien, font des battues parce qu'aujourd'hui on a une prolifération terrible du grand gibier et en particulier des sangliers avec une multiplication par 10 dans de nombreux départements du nombre de bêtes abattues. Comment voyez-vous cette régulation du grand gibier? Est-ce que vous avez des pistes de réflexion sur ce sujet? Merci. D'accord. Alors, pour répondre à la première question sur les jours sans chasse, pardon. Le dimanche, mercredi, effectivement, c'est un minimum. On pense que 2 jours par semaine, c'est bien, mais effectivement, on n'a pas de restriction là-dessus. Enfin, si ça peut être plus, tant mieux aussi. Si ça peut être effectivement pendant les vacances scolaires et tout le week-end, on ne va pas être déçus. Mais le dimanche, le dimanche et le mercredi, pour nous, c'est essentiel. Voilà, donc après, où est-ce qu'on veut aller? Nous, on a 5 mesures qui sont phares et qui, on pense en tout cas, permettront vraiment de faire changer les choses et de diminuer le nombre d'accidents, enfin de le réduire à 0. Et donc voilà, on voudrait déjà commencer par là. Par rapport à nos rapports avec le monde de la chasse, on a eu des contacts, on a eu des échanges avec des chasseurs. On est régulièrement insulté sur les réseaux sociaux, mais bon, après, ça reste, voilà, c'est pas, c'est à peu près, on s'y attendait plus ou moins, donc voilà. Ah oui. Oui, voilà, non, c'est pas pour ça que c'est normal, oui, merci. Et les intimidations, enfin, on a eu, nous, on n'habite plus dans le Lot actuellement. On a eu des échos, par contre, de gens qui, de la sœur de Mila, très concrètement, qui a été interpellée par une femme de chasseur qui lui a dit, donc dans le village à côté de Cajar, à Gaïa, qui lui a dit, attention, ça serait dommage qu'il y ait un autre accident. Voilà, c'était une mise en garde sous la forme d'une menace. Donc ça arrive, et effectivement, les retours qu'on a, en tout cas de la part des chasseurs, c'est que de toute façon, nos mesures, elles sont stupides et qu'elles sont inapplicables. Voilà, il n'y a pas de débat possible. Concernant les battues au grand gibier, on a un problème en fait par rapport à ça. C'est que si on considère qu'on est obligé de réguler la population de sangliers, ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être mis en place par l'État et contrôlé par l'État. Pour nous, on ne peut pas donner ce pouvoir-là à des gens qui ne sont pas formés pour ça et qui savent pas, en fait, qui ne sont pas formés non plus ni à la biodiversité, ni au maniement correct des armes. Et en fait, en leur donnant en fait, ce droit-là, on leur donne le pouvoir de dire moi, je suis plus légitime que vous, les promeneurs, les cyclistes, les randonneurs, à être là parce que je suis investi d'une mission d'intérêt général. À partir du moment où l'État le demande, pour nous, il faut que ce soit régulé d'une autre manière, en fait. Il faut que ce soit professionnalisé. Voilà. Merci. Puis après, M. Mérillou. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je voudrais déjà vous remercier, mesdames, pour
avoir lancé cette pétition et on comprend la souffrance qui peut être la vôtre et ce besoin que vous avez surtout d'éviter que ça se reproduise, si je comprends bien in fine vos propos, donc bien axés sur la prévention. Je voudrais faire 3 remarques. La loi de juillet 2020, en fait, renforçait les dispositifs de confiscation des armes. C'était la loi qui est arrivée après le Grenelle sur les violences conjugales et il y avait des dispositions pour renforcer la confiscation justement quand il y avait des antécédents de violences conjugales. Donc je pense que peut-être vous avez eu connaissance de cela. Ensuite, en ce qui concerne ce qu'on peut appeler les victimes témoins, c'était aussi dans cette loi où un enfant qui voit sa maman subir des violences, on considère qu'en tant que témoin, il est victime. Donc je partage complètement l'idée de faire en sorte qu'il y ait des préconisations pour les témoins dans le cas d'accidents aussi violents et aussi choquants que celui-là, pour qu'il y ait un accompagnement sérieux qui doit effectivement être mis en place très rapidement sur le plan psychologique. Et les accompagnements psychologiques, ça coûte cher. Donc effectivement, il faudrait qu'il y ait des dispositions qui soient prévues pour cela. Ensuite, je voulais savoir si vous aviez consulté ces Santé publique France qui publient des opuscules. Il y en a un qui s'appelle « Décès traumatique en pratique sportive », puisque la chasse est considérée comme une pratique sportive. Donc les éléments que j'ai pu consulter, on voyait qu'effectivement, il y a des sports dangereux. Il y a des morts quand on fait de la plongée, quand on fait de l'ULM, quand on fait du ski. Mais moi, la mort concerne l'usager lui-même et ne concerne pas, sauf de rares cas, les spectateurs en bord de piste ou un malheureux qui traverse à ce moment-là. Et donc la Suède avait fait des préconisations. Ils s'étaient rendu compte que les accidents de chasse étaient beaucoup liés à l'erreur humaine. Mais les préconisations qu'ils avaient faites, en fait, avaient amené vraiment une grosse diminution du nombre d'accidents. Est-ce que vous avez eu connaissance de cela ? Moi, je n'ai pas eu connaissance de cela et là non plus, oui, non, donc non, nous n'avons pas eu connaissance. Oui, merci. Merci, oui. Monsieur Mériou. Oui, moi je suis étonné de la masse d'informations que vous avez pu recueillir avec une association, je suppose, qui est relativement jeune, puisqu'elle a été créée à partir... Voilà, et donc je voulais savoir si vous avez d'autres associations, qui me paraît légitime, qui vous aident dans la compilation de cette masse de documents. Parce que si vous, à tous les deux, et peut-être quelques amis, vous avez pu recueillir cette masse de documents, je suppose que l'Office français de la biodiversité sera en capacité de nous donner aussi un tas d'éléments, et moi je suis très preneur là-dessus. Sur la régulation, et c'est aussi une question qu'on posera à l'Office de la biodiversité, on régule un excès de population. Et on le régule en tuant des animaux, ce qui est la méthode probablement la plus simple. Mais il y a peut-être d'autres méthodes biologiques pour réguler des animaux que d'en lâcher ou d'avoir des quantités d'animaux qu'il faut ensuite réguler. Donc, je ne suis pas sûr que vous soyez posé ces questions-là, mais je crois qu'il faudra aussi qu'on les voit avec l'Office de la biodiversité. Voilà. Mais sur comment vous vous organisez, ça c'est à titre de curiosité, parce que vous y consacrez probablement énormément de temps, si j'ai bien compris. Oui, alors on n'est pas aidé par d'autres, on n'est pas aidé par d'autres assos, on est soutenu par des assos à qui on a déjà demandé des conseils, plus de stratégie ou quoi que ce soit. Mais par contre, pour la compilation des informations, nous on est 4 actuellement dans le collectif. Et on a tout fait toute seule. Après, on a beaucoup d'abonnés, du coup, qui nous relaient, voilà, dès qu'ils ont écho d'un accident, d'un incident. C'est, voilà, on a des gens, on va dire, qui nous aident par la force des choses parce qu'ils ont envie de témoigner de ce qui se passe à côté de chez eux et de ce qui s'est passé, etc. Mais non, là, c'est clairement, oui, on y passe beaucoup de temps et on travaille tout à côté. Donc, je pense effectivement que l'OFB serait en mesure de donner des données précises. Et pour en ce qui concerne la régulation, alors il y a des... Vas-y, parce que... Je crois que c'est là récemment, il y a eu un test qui a été fait vers Barcelone avec la stérilisation des sangliers. Donc il y a d'autres choses qui sont faites au niveau européen. Et on peut regarder, mais effectivement cette question de la stérilisation, je crois qu'il y a eu un test assez récent qui était plutôt positif. Donc voilà, il y a des exemples à prendre dans nos voisins européens, ça c'est sûr.
c'est des choses qui sont sûrement plus coûteuses et qui sont compliquées à mettre en place. Et il faut faire super attention avec ces sujets, mais c'est pas impossible, ça se fait si on a envie de s'en donner les moyens. Après, on a l'exemple aussi de Genève, du canton de Genève, où la chasse est interdite depuis longtemps maintenant. Je ne sais plus exactement quelle année, mais en tout cas, je pense avant les années 80. Et en fait, elle a été interdite par rapport à la sécurité. Et depuis, la régulation des sangliers se fait par des professionnels. Voilà, la nuit, il y a des points, bon, on les tue quand même, hein, mais il y a des points d'agrénage qui sont précis, qui sont connus. Il y a un calcul et une prise en compte exacte en fait, du nombre d'animaux qu'il faut tuer. Et ensuite, voilà, il y a des gens mandatés par l'État qui vont et qui tuent tant de sangliers la nuit. Il n'y a aucun risque pour la population humaine. Et, depuis un mirador. Voilà, depuis un mirador, oui, pardon. Et on sait exactement combien d'espèces sont à réguler, enfin combien d'animaux doivent être régulés, etc. Donc ça existe, des solutions, il y en a. Il faut juste les chercher, les mettre et trouver laquelle est la plus applicable et la moins coûteuse, peut-être coûteuse de manière immédiate, mais il faut voir aussi sur le long terme. Franck Menonville. Merci Présidente et merci pour votre exposé. Moi je voudrais revenir peut-être sur... Vous avez évoqué bien évidemment le partage, la nécessité de partage de l'espace et notamment au travers l'interdiction souhaitable selon vous de la chasse dans un certain nombre d'espaces le mercredi et le dimanche. Et je voudrais peut-être que vous alliez plus loin sur ce... Oui, pardon, je vais retirer le masque. Vous alliez plus loin sur ce sujet. Est-ce qu'on peut entrevoir peut-être une capacité à faire savoir, à mieux informer, à mieux organiser aussi la chasse sur les territoires pour faire en sorte, parce que il faut bien le dire, ce qui est la réalité de terrain, c'est que dans une journée de chasse dans un massif qui peut comprendre plusieurs centaines d'hectares, il n'y a qu'une infime partie qui est chassée. Donc il y a là peut-être un sujet aussi de meilleure information, de meilleure déclaration antérieure par anticipation pour que les riverains, les usagers puissent aussi davantage utiliser les espaces restants et se protéger, et éviter les espaces chassés. Alors, comme l'a dit Mila tout à l'heure, déjà, effectivement, il n'y a pas de mur dans les forêts ou dans les massifs montagneux, donc isoler la chasse à une partie d'un massif ou d'un parc naturel, etc., ce serait pas suffisant, dans la mesure où les armes ont des portées de plus de 2 kilomètres. Et par ailleurs, c'est encore une fois aux promeneurs de s'adapter, donc à une majorité de ruraux, à s'adapter à une minorité de gens qui sont armés comme nous. A priori, quand je vais courir ou quand je vais me promener, je risque de tuer personne. Donc, ok, on pourrait avoir... c'est quelque chose qui pourrait être complémentaire. Par exemple, les jours du coup où la chasse n'est pas interdite, ça pourrait être quelque chose qui doit rentrer en compte aussi dans des règles de sécurité plus strictes et dans des mesures à prendre en compte. Mais ça sera dans tous les cas pas suffisant. Alors c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire en termes d'information, ça c'est une évidence, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas, les habitants des villages ne savent pas en fait quand il y a une battue, sur quel périmètre elle s'étend, où est-ce qu'ils peuvent se promener. Une battue c'est mobile aussi, ça se déplace, donc c'est ça aussi à prendre en compte. Et il n'y a pas de système uniformisé et homogène pour accéder à ces données. C'est très très compliqué parce que, c'est selon toutes les communes, les départements, etc. Donc ça, effectivement, il y a un manque et il faudrait qu'il y ait ça. Après, ça n'empêche pas de tomber nez à nez avec un chasseur à l'affût ou des choses comme ça. Donc il y a aussi un problème de sécurité qui dépasse cette information. D'autres questions? Non? Pas de regret? Si, Madame la Présidente. Tout à fait. Merci, mademoiselle, pour ces témoignages qui sont évidemment très importants et qui ont prévalu à la création, évidemment, de cette mission d'information. On n'a pas parlé, ou alors j'étais inattentive, du problème de l'alcool.
Est-ce que vous avez dans vos témoignages beaucoup de choses qui pourraient être liées, ou alors je sais bien que vous n'avez pas toutes les informations, hein, puisque en fait vous n'avez pas les enquêtes, ou même c'est même pas recensé d'après ce que vous nous dites, mais est-ce que vous avez quand même quelque part, voilà, c'est tout à fait politiquement incorrect ce que je viens de dire, mais je le dis quand même, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus, un point là-dessus que vous avez topé dans vos témoignages? Alors déjà, on a été choqués d'apprendre que l'alcool à la chasse, c'est pas interdit. Il n'y a pas de loi qui interdit de chasser en ayant consommé de l'alcool. Et dans les témoignages, ça revient quand même assez régulièrement. Des gens qui témoignent de repas arrosés entre chasseurs et de gens qui vont chasser ensuite. Enfin voilà, c'est encore une fois, normalement, quand il y a un accident et que le taux d'alcoolémie est positif, c'est une circonstance aggravante et il doit y avoir une sanction pénale plus importante. Mais voilà, après, dans les témoignages qu'on reçoit, ça revient très très souvent aussi. Oui, voilà, rien n'empêche d'aller à la chasse en ayant bu, alors qu'on ne peut pas conduire. Voilà, il y a un taux minimal. Et donc oui, on a des exemples de. Voilà, c'est plutôt. Ça sera plutôt des témoignages qu'on a où il y a des altercations entre des promeneurs et des chasseurs, ou alors sur la route, des accidents de voiture ou des choses comme ça. Oui, ça sera un sujet. Patrick, tu avais d'autres points? Pas d'autres questions? Si, une dernière, Monsieur Salmon. Merci Madame la Présidente. C'est juste pour rebondir. Je trouve ça intéressant d'avoir cette notion d'alcoolémie. Peut-être que, mais je pense qu'on manque cruellement de statistiques sur toutes ces problématiques de chasse. On voit bien que, sans vouloir avoir un côté péjoratif, on reste dans l'amateurisme et on est juste des gens qui collectent et on a très peu de données. Même dans l'accidentologie, est-ce qu'il y en a plus l'après-midi que le matin? Ça serait des choses intéressantes à savoir, parce que est-ce qu'il ne faudrait pas interdire la chasse l'après-midi, parce qu'effectivement, il y a des effets collatéraux. Donc, je ne sais pas comment on pourra compiler, nous, est-ce qu'on peut trouver d'autres informations, mais après, avec l'OFB sans doute. Je pense que c'est des données très très importantes pour essayer de cerner au mieux le sujet et ce qui pourrait limiter. Tout à fait, je suis entièrement d'accord et c'est sur ça aussi que je voulais conclure avant de... Et vous remercier pour cette audition et vous dire que le sujet, vous l'avez vu, au vu des questions que l'on vous a posées, et encore on ne peut pas rester non plus des heures à vous retenir, mais c'est un sujet très vaste et très complexe avec des difficultés sur la réalité des chiffres, entre les chiffres officiels et puis le chiffre noir, et vous avez témoigné sur le nombre, tous ces nombreux témoignages que vous avez sur votre site. On est sur cette difficulté d'appréhension du phénomène réellement de l'accidentologie, sur la nature aussi, sur les causes et les contextes, et le contexte aussi de ces accidents. Donc ça, je crois qu'il va falloir qu'on le creuse, et on verra avec les services de l'État, et on va auditionner près de 40 auditions pendant 6 mois, donc on aura, je pense, de quoi faire le tour de la question. Et en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez aussi des compléments à rajouter, vous n'hésitez pas à nous en faire part par mail. Il y a aucun, on prendra en compte, et merci en tout cas pour votre témoignage. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci à vous.